Bonjour Marine, Bonjour Jade. bienvenue sur le podcast «Pourquoi t'as fait ça?». Je suis heureuse de t'accueillir dans mon espace, Merci après beaucoup. avoir fait un tour dans le tien, dans ton podcast il n'y a pas si longtemps. Donc ce podcast, il est là pour, accueillir en fait, les personnes de tous horizons, qui entreprennent et qui le font, de manière engagée sur des thématiques, assez fortes et on va le voir, sur les thématiques que tu traites. Et l'idée, c'est de montrer un peu la pluralité, de l'entrepreneuriat en France, et de pouvoir, mettre la lumière, sur, les personnes, qui font, cet entrepreneuriat divers. Et c'est dans ce contexte que je t'invite sur le podcast et du coup, on va avoir une discussion autour, de ton parcours, des différentes activités que tu as. Ça, On va pouvoir découvrir ça. Mais dans un premier temps, je vais te demander de te présenter de la manière dont tu le souhaites. OK. Alors moi, le challenge que je lance, tout le temps à mes invités, c'est justement de pas se présenter en commençant par leur, intitulé métier ou la case professionnelle dont on a l'habitude de les ranger. Donc je vais essayer de m'imposer cet exercice également dans ma présentation pour sortir, de cette représentation uniquement par le métier qu'on a beaucoup dans notre culture, française. C'est vrai. Moi, j'aurais tendance à me définir, par, peut-être, une inspiratrice, de connaissance de soi, de compétences. Mon cheval de bataille, c'est vraiment de prendre conscience de ses compétences et de pouvoir, s'en servir à bon escient. C'est-à-dire qu'effectivement, faire une liste, à la Prévert, toutes les compétences qu'on peut avoir, ça a pas forcément d'utilité en tant que soi. Par contre, de bien, avoir formulé, nos compétences, nos zones de génie, donc c'est vraiment les compétences qu'on maîtrise extrêmement bien et de savoir, les connaître pour pouvoir les imbriquer les unes avec les autres. Là, ça devient une force dans nos présentations quand on se présente, voilà, en réseau, comme ça, auprès de personnes qu'on connaît pas encore ou alors quand on se présente on a un objectif dans un but bien précis. Par exemple, quand on va, chercher des sous à la banque pour son projet ou quand on essaye de démarcher un client. C'est cette imbrication de compétences qui va nous permettre d'avoir des bases solides dans, la façon dont on va travailler derrière et donc c'est vrai que moi ça c'est, le sujet primordial dans tous les projets, que j'actionne, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient, hem dans tout ce qui s'imbrique dans ma vie professionnelle, c'est un petit peu, le cœur qui revient à chaque fois et après pour faire une présentation peut-être un petit peu plus consensuelle, je suis, chargée de mission RH, donc j'anime des projets, dans les RH sur la partie compétences, vraiment sur cet axe-là et donc actuellement, je coordonne un projet, d'insertion par le travail sur la métropole de Lyon. Merci beaucoup. Je suis très intéressée de savoir quel a été le déclencheur, sur cette thématique-là. Hem, Même, enfin, si c'est venu dans le pro, c'est bien mieux aussi, mais même, peut-être, si tu remontes avant, est-ce que tu te souviens de quelque chose qui finalement fait sens avec ce que tu fais aujourd'hui? Alors moi, j'ai un parcours assez linéaire dans les RH, voilà, j'ai fait des études dans les RH, mon master était déjà en spécialité de la gestion de la compétence. Finalement, je pense que d'une façon ou d'une autre, cette, thématique, elle a toujours été présente, pour moi. Ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressée, mais que j'avais pas forcément conscientisé et formulé. J'avais suivi cette, voie-là parce que c'est celle qui me parlait le plus et qui me plaisait le plus. Mais, je m'étais pas forcément posé de questions un peu existentielles sur pourquoi je faisais les choses et pourquoi ça m'intéressait. C'est venu, plus tard à un moment, un peu un tournant dans ma vie où j'ai dû me poser des questions, sur pourquoi je faisais les choses, qu'est-ce qui avait du sens pour moi, dans quoi j'avais envie, vraiment de m'investir et c'est quand je me suis posé ces questions-là que je me suis rendu compte que vraiment, permettre aux personnes de mieux se connaître, sur des choses très factuelles comme leurs compétences et du coup d'avoir, les bases pour pouvoir se développer derrière, ça c'était quelque chose d'important pour moi et quand j'ai commencé à échanger sur ces thématiques-là, je me suis rendu compte que c'était un point qui m'animait de manière intrinsèque, vraiment de manière personnelle et que je pouvais le déployer dans tous les aspects finalement un peu de ma vie, à la fois dans mon bénévolat, que dans ma vie professionnelle et hem
et en fait, voilà, ma ligne de base, c'est vraiment de pouvoir, apporter ça aux gens pour qu'ils puissent rayonner et faire rayonner les autres à leur tour. Parce qu'en fait, si chacun trouve sa place dans sa zone d'expertise, il va pouvoir actionner les autres autour de lui. Très, très intéressante, cette histoire de collectif, qui fait écho aussi, notre discussion, dans ton podcast. Hem et on voit très clairement, dans tes activités que en fait, il y a un fil rouge, qui reste cohérent, mais que tu prends la liberté, d'aller l'exploiter sous différents formats et je trouvais intéressant, de parler de ça, parce que souvent on se met un peu dans une case et on essaye d'y rester, alors que, on pourrait, justement s'octroyer la liberté, de pouvoir expérimenter dans un format et dans l'autre. Là, plus précisément, je parle, du fait, que, tu sois dans le salariat, mais aussi dans l'entrepreneuriat et là, tu viens aussi de mentionner que tu faisais aussi du bénévolat. Est-ce que toi, pour toi, c'est venu naturellement, de combiner un peu ces différents formats? Comment c'est arrivé? Alors, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez naturel parce que j'ai toujours fait du bénévolat. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi dans mon équilibre de, aussi pouvoir donner, parce que, j'avais l'impression de beaucoup recevoir dans ma vie, étudiante et professionnelle et donc j'avais besoin de redonner de mon côté. Donc cet équilibre avec le bénévolat, je l'ai eu depuis très longtemps. Je me suis investie dans des causes qui sont très différentes les unes des autres au fil, de ma vie et au fil de ce qui se passait, dans mon quotidien. Mais le tournant, il s'est un petit peu fait justement à ce moment de ma vie où j'ai dû réfléchir à toutes mes bases, à toutes mes valeurs et à, ce que je voulais dans la vie et cetera. Donc à ce moment-là, j'ai fait le tournant vers l'entrepreneuriat. Je suis sortie d'un très grand groupe, international, dans lequel, je travaillais jusqu'alors et j'ai lancé mon activité d'entrepreneur. Et au fur et à mesure de cette réflexion d'entrepreneur, de création d'entreprise, de business plan et cetera, je me suis quand même vite confrontée à pourquoi est-ce que je suis passée de salarié à entrepreneur? Pourquoi je me suis même pas posé la question de faire les 2 en même temps? Et quand je me suis, un peu plus, assis dans ma vie d'entrepreneur, c'est vite reposé la question de: «Et du coup maintenant, qu'est-ce que je vais faire de mon bénévolat? Dans quoi j'ai envie de m'investir?» Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, depuis toujours, je mélangeais cette vie, professionnelle et bénévole et pourquoi est-ce que j'avais autant clivé dans ma vie professionnelle les différentes casquettes? Et en fait, ça a été, quelque chose de vraiment très important pour moi de me dire: «En fait, ce qui m'intéresse, c'est le projet sur lequel je travaille. C'est le sujet sur lequel, qui concentre ma vie professionnelle et c'est pas le format dans lequel je suis». Et ça a été une question qu'on m'a beaucoup posée, dans le milieu entrepreneurial, quand je suis repartie du coup sur ce volet un peu plus salarié. Pourquoi, tu as accepté un contrat? Pourquoi tu as signé un CDI? Tu pas bien en tant qu'entrepreneur, tu faisais pas assez de C'est vu chiffres. comme un échec. Exactement. Cette question du chiffre qui est arrivée tout de suite en disant: «Bah, tu faisais pas assez de chiffres, tu pouvais pas rester entrepreneur». Alors que finalement moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet sur lequel je suis aujourd'hui, qui est hyper intéressant et très enrichissant, personnellement. Moi, il me plaît beaucoup et si, il faut mettre une étiquette salarié pour, on va dire, le contenu un peu plus légal, ça me dérange absolument pas de passer, par différentes, cases, statuts, et Mmh. je préfère me concentrer effectivement sur l'intérieur et bah, après, on met la petite capsule autour, qui arrange à ce moment-là et effectivement, si quelqu'un a besoin d'un peu plus de sécurité, ben, un statut, salarié peut être, un peu plus agréable à vivre au quotidien, par rapport à certaines angoisses, de salaire, et cetera et si quelqu'un a besoin, de plus de flexibilité, bah, peut-être qu'un statut de freelance, peut être plus agréable. Mais en fait, ce n'est qu'un statut. Ça ne changera en rien la mission qui est à l'intérieur. Exactement. Tu l'as très bien dit et je trouve que c'est vraiment important d'en parler parce que, surtout on est, dans un contexte qui est, quand même assez tendu au niveau du marché et du coup, c'est compliqué, d'être, à son compte, aujourd'hui et voilà, de trouver des missions et d'en vivre et cetera et je pense que c'est important que les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous écoutent puissent être à l'aise avec le fait
de, reprendre un moment une mission salariée. Puis en plus, c'est rien n'est figé dans le marbre, en fait. On Non, navigue, selon nos envies, selon nos contextes et cetera. J'en ai fait, l'expérience aussi. Aujourd'hui, je suis en portage salarial et ce statut me convient. À l'intérieur, au final, il y a les mêmes compétences et la même c'est personne ça, qui travaille aux côtés de ses clientes et ses clients. Mais moi, c'est quelque chose, aujourd'hui qui m'apporte plus de sécurité, qui m'a permis d'avoir un congé maternité à taux plein, enfin qui m'a apporté plein de choses et du coup, il faut qu'on enlève, ce truc-là de: «Ah exactement. non, on retourne au salariat, c'est un échec», pas du tout, quoi et puis Et en plus, puis on peut combiner les 2. exactement, le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et du coup de se construire finalement un petit peu la vie professionnelle globale qui nous va à nous, en ayant un petit peu finalement piqué, dans, plusieurs choses. On a quand même, plein de possibilités, grâce, au fait qu'on est en France, hein, et qu'on a quand même, même si par exemple on est, en contrat, en temps partiel, bah, tout un tas de protections qui peut être agréable, encore une fois, si c'est ça, qui nous convient et puis de pouvoir, avoir un projet entrepreneurial à côté ou, de se garder, plus de temps pour faire du bénévolat si c'est ça qui nous passionne et puis de pouvoir effectivement comme ça construire un petit peu les choses, comme on a envie et comme elles nous nourrissent pour le long terme. Et de pas hésiter aussi, je dirais, à mettre fin à des choses quand elles nous conviennent plus. Voilà, si l'entrepreneuriat, on se dit: «C'était cool pendant un moment, mais là, aujourd'hui, ça me convient plus», et ben, c'est OK de repartir, vers autre chose et de la même façon, si on est, salarié, avec un projet à côté qu'on a envie de se donner à temps plein sur notre projet, mettre fin à un contrat, c'est, tout à fait, acceptable. Enfin, voilà, de pouvoir dire, comment est-ce que je mesure les choses à l'instant T, ça sera peut-être pas la même, chose dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 10. Totalement aligné. Si on devait, brosser un peu, le paysage, que tu as aujourd'hui en termes, d'activité, Ouais. est-ce que tu peux nous dire un peu, comment ça se passe? Si on fait une photographie à l'instant T. À l'instant T, aujourd'hui, je travaille à 90 sur, le projet, du coup, que j'ai présenté au début, donc mon poste, qui est, vraiment dédié à l'insertion par le travail. Donc je suis spécialisée sur la partie industrie et donc j'accompagne des personnes qui sont dites éloignées de l'emploi, à revenir vers une stabilité, professionnelle en travaillant leur projet professionnel pour que ça leur corresponde et qu'ils puissent s'y épanouir, on va dire, quand même pendant un petit moment. 90 de mon temps, on est plutôt sur quelque chose qui serait, de l'intrapreneuriat parce que du coup, je suis complètement seule, sur le projet, donc je fais partie d'une équipe où on a tous des projets différents, mais au sein de cette équipe, je suis sur ce projet-là, de manière, assez autonome et c'est un projet qui a un début et qui a une fin puisqu'on a répondu à un appel à projet, donc je sais déjà qu'il y a une fin à ce projet-là et qu'il y aura d'autres choses qui viendront derrière qui seront différentes. Ensuite, on en a parlé, je suis, bah, créatrice et productrice d'un podcast. Ça fait 4 ans que j'anime ce podcast sur la thématique des compétences des femmes, de leur audace, de leur envie d'inspirer les autres et de partager, leurs compétences. Donc on traite, en prenant l'angle de sujets, divers et variés, le sujet de la compétence, comment elles envisagent, ce sujet-là et donc on traite de plein, plein, plein de sujets différents. Toujours dans l'objectif de montrer que les femmes sont pleines de compétences, souvent sous-estimées par elles-mêmes et par les gens qui les entourent. Et puis après, j'ai un engagement bénévole, hem, auprès des femmes, toujours. C'est un sujet qui est assez important pour moi, on va dire les femmes et leur brillance, dans le monde, la place qu'elles peuvent prendre. Donc là, j'anime, un réseau de femmes, une communauté de femmes, plutôt, du coup tournée vers l'entrepreneuriat et c'est justement un petit peu en train d'évoluer de ce côté-là. Donc je suis dans une période de mouvance puisque ça faisait 3 ans que j'animais le réseau de femmes et du coup, c'est un des sujets qui va changer en 2026 parce que je sens qu'il est temps qu'il y ait une petite évolution, de ce côté-là. Donc il va certainement avoir un petit peu d'évolution, bientôt sur mon engagement bénévole. Donc là, c'est vraiment bon, ça se trouve du coup au moment où on va publier cet épisode, il y aura du changement, mais Exactement, on a annoncé, c'est, la photographie à exactement. l'instant T, donc on est le 19 décembre. C'est ça.
Merci pour nous donner cet exemple au final. Je trouve que c'est très important, donner cet exemple de, combinaison entre, tes projets, d'entrepreneur, tes projets salariés, des projets de bénévolat. C'est important aussi de donner, cet exemple d'entrepreneuriat, et d'activité au global en fait, sans vouloir du coup mettre, forcément une étiquette dessus. J'aimerais bien qu'on parle du podcast. Oui. Heu heu, Parce que, bah, déjà c'est un sujet, qui me passionne, le podcast et encore plus, bah, du coup, quand ce sont des sujets, comme le tien. Qu'est-ce que tu as détecté? Comment tu as détecté, cette problématique et pourquoi tu voulais adresser spécifiquement ce sujet qu'on voit qui est aussi, est dans d'autres pans de tes activités? Ouais. Alors moi, j'ai toujours travaillé dans le secteur industriel. Depuis le début de mes études, quand j'ai fait de l'alternance, mes stages et cetera, j'ai toujours travaillé dans ce monde-là, qui est depuis, toujours un monde dans lequel, les femmes n'ont pas trop de place, parce qu'on ne leur en a pas beaucoup donné, parce qu'on ne leur a pas beaucoup donné envie de venir non plus et puis parce qu'elles n'ont pas beaucoup de, rôle modèle comme on dit. C'est-à-dire que moins on voit de femmes faire quelque chose, moins il y a de femmes qui se disent: «Ah c'est vrai que ça pourrait être cool». Donc il y a, depuis toujours dans mon environnement, de travail, beaucoup d'hommes. Beaucoup, beaucoup, voilà. Donc c'est vraiment un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. J'adore travailler dans le secteur industriel. Mais c'est vrai que depuis, très longtemps, il y a ce petit truc, où, je suis quand même super fière quand j'arrive à faire, venir une femme parce que, c'est aussi leur donner leur et quand j'ai eu ce petit tournant dans ma vie où je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai accompagné des entrepreneurs et quasiment exclusivement des femmes sont venues à moi à ce moment-là. Certainement que, dans ma communication, j'avais, mis des petits indices cachés que je ne soupçonnais pas moi-même, mais en tout cas, il y avait plus de femmes qui venaient à moi et quasiment sans exception, quand on commençait à travailler ensemble, j'entendais les phrases: «Non, mais j'ai quand même pas beaucoup de compétences, tu sais, je sais pas faire grand-chose, bah, je me débrouille, quoi». Et petit à petit, ça a commencé à m'énerver un tout petit peu. Non, on a des compétences, on en a toutes, et tous, hein, évidemment, mais ma cible étant plutôt les femmes, j'ai plutôt l'habitude de mettre tout au féminin, vous m'excuserez. Hem, on a toutes des compétences, des belles compétences, il faut en prendre conscience et ensuite, c'est juste un espèce d'arbitrage. Quelles sont les compétences que je veux mettre en avant? Quelles sont les compétences que je veux utiliser professionnellement? Quelles sont les compétences que j'ai mais là, honnêtement, j'ai plus trop envie d'en parler parce que j'ai envie de passer à autre chose et de travailler sur d'autres trucs. Quelles sont les compétences que j'ai pas et que ça me fait rêver, j'ai envie de les acquérir, donc qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir aller les développer? Et en fait, tout ça, c'est juste un arbitrage à faire, mais pour le faire, il faut d'abord se prendre ce petit moment de connaissance de soi et Mmh. de, d'honnêteté envers soi-même, donc d'arrêter de se dire: «Non mais ça c'est vrai que peut-être un petit peu mais pas beaucoup». Non, si on les a, on les a. Il faut réussir à être honnête avec soi-même et se dire que là, je suis compétente dans ça. Ça veut pas dire que je suis, une super héroïne, peut-être que j'ai encore une marge de progression, mais en tout cas je les ai et c'est un petit peu dans cette, mini colère, un petit peu, voilà où je me suis dit: «Mais stop, c'est quoi toutes ces femmes qui ne parlent pas de leurs compétences, qui n'arrivent même pas à les formuler?» que j'ai eu envie de lancer le podcast. Alors déjà pour permettre à certaines femmes d'énoncer leurs compétences, de montrer ce dont elles sont capables, en prenant au début plutôt le spectre professionnel, donc on parlait de leur métier et des compétences associées parce que c'était un petit peu le moyen le plus facile pour les amener à parler de ce qu'elles savent faire. Et aussi, pour les auditrices, d'écouter, d'entendre, en fait, à force de s'acculturer avec le mot compétence, avec les différentes compétences qu'il peut y avoir et ben, ça nous permet de mettre finalement ces nouveaux mots dans notre dictionnaire quotidien et Mmh. d'apprivoiser le sujet et puis, bah, de pouvoir s'inspirer et se dire: «C'est vrai que quand je l'entends parler de ça, bah, moi aussi, je sais le faire, et peut-être je savais pas que c'était une compétence qu'on pouvait mettre en avant ou j'avais conscience que je savais faire quelque chose, mais je savais peut-être pas quel était le mot qu'il pouvait y avoir derrière et donc d'entendre toutes ces choses-là et de pouvoir se dire, ben, on est capable, on est grave des femmes capables, quoi. C'est clair. Est-ce que tu penses que c'est,
nécessaire d'avoir un miroir, donc d'avoir quelqu'un qui puisse, nous faire prendre conscience, en fait, de la valeur de nos compétences ou, à travers le podcast et cetera. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'avoir ça ou, on peut soi-même, du coup, se rendre compte de ça? Alors, je pense qu'on est, tout à fait capable de s'en rendre compte soi-même, qu'on a tout en nous et qu'il nous manque juste cette petite dose d'audace ou d'honnêteté envers soi-même pour, se dire: «Non, je les ai ces compétences». Mais que, ce que tu appelles le miroir, donc soit, l'autre, ce qu'il va nous renvoyer, soit en écoutant d'autres personnes, soit en prenant des modèles, ça nous simplifie la tâche. Parce que, mine de rien, faire cet auto-travail avec personne qui pose des questions, personne qui peut t'aider en tendant des perches et cetera, c'est difficile. On C'est déjà difficile de faire, son bilan de l'année, de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Donc quand ça nous concerne nous-mêmes, c'est d'autant plus difficile et surtout quand on l'a jamais fait. Parce qu'on ne sait pas forcément quelles questions se poser, on ne sait pas trop de quelle base partir et souvent, moi, quand j'accompagne, des femmes sur ces questions-là, c'est très facile de dire, «Oui, alors j'ai eu ce diplôme, donc je sais faire ça, ça, ça», ce qu'on appelle les hard skills. Je maîtrise ce logiciel, je sais, faire un bilan comptable ou, dessiner, une pièce mécanique. Ça, c'est en général plutôt facile parce que c'est des compétences qu'on utilise grosso modo dans notre quotidien et c'est souvent les compétences pour lesquelles on est rémunéré. C'est parce qu'elles Mmh. sont au cœur de notre métier, peu importe le statut qu'on ait, mais souvent c'est les compétences au cœur de notre métier. Et par contre, quand on commence à aller gratter un petit peu autour, là, ça devient plus compliqué. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un d'organisé, pour organiser mon travail? Ou est-ce que j'ai l'organisation suffisante d'être chef de projet, de pouvoir du coup organiser, un projet dans son intégralité et potentiellement le planning de plusieurs personnes qui viennent intervenir sur ce projet? Bah, c'est différent et ça, c'est, pas toujours facile de se poser les questions tout seul. Donc en entendant des modèles ou en se référant aux gens qui nous entourent. Par exemple, on peut tout simplement dire aux gens qui nous entourent: pour quelles compétences, qu'est-ce que je fais de bien qui permettrait de me recommander à quelqu'un?» Et ben là, tu as une top, top, top compétence parce que ça veut dire que c'est quelque chose que tu maîtrises suffisamment bien pour que quelqu'un t'ait repéré, en capacité de faire ça et en plus qu'il ait suffisamment confiance dans ton expertise pour aller le recommander. Donc ça fait partie de tes incroyables forces, vraiment des choses que tu pourras mettre en avant et pour lesquels tu peux briller. Intéressant. Je me rappelle que tu as commenté un de mes posts, il y a pas longtemps, où c'était un post, si je me souviens bien, parce que là, ça vient de me revenir en tête, là, à l'instant, où je parlais des compétences que j'ai développées via le podcast, notamment l'écoute active, que je réutilisais quand, je travaillais avec mon client, sur la rédaction de ses articles de blog et le point de départ de la rédaction des articles, systématiquement une interview avec quelqu'un en interne, donc un expert en interne, donc qui va pouvoir me donner, tous les éléments que moi je n'ai pas. Surtout c'était un client dans la logistique, donc autant vous dire que je n'y connais rien du tout. Donc du coup, je vais interviewer cette personne et je vais pouvoir rédiger cet article et en fait, c'est en interviewant plus de 50 personnes sur ce podcast que j'ai pu développer ça, que j'ai pu utiliser en atout. Tu as commenté et tu m'as dit, «Go, mettre cette compétence dans ton LinkedIn et de demander des recommandations». Donc je trouvais ça intéressant parce que j'y avais pas du tout pensé, mais il y a aussi ce truc de reconnaître ses compétences, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Et toi, du coup, quel est ton enfin, qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça, justement? Bah, c'est vrai que, d'un point de vue strictement professionnel, on a quand même un super outil avec LinkedIn parce qu'il suffit d'aller mettre des petites compétences. Il y a même pas besoin de taper du texte, d'expliquer quoi que ce soit. On peut juste, voilà, typiquement écrire écoute active et aller demander aux gens de cliquer pour dire effectivement cette personne maîtrise cette compétence. C'est-à-dire que toi, tu as pas besoin d'écrire de texte, mais la personne qui vient, «valider» entre guillemets cette compétence, elle a pas besoin d'écrire non plus. Ce qui est énormément plus simple et beaucoup moins engageant que demander, par exemple, de laisser un avis. Ce que les Mmh. entrepreneurs font beaucoup tous les anciens clients ou des gens avec qui on a travaillé, «Venez me laisser un avis pour mettre en avant effectivement, mon expertise, comment on a travaillé ensemble» et cetera. C'est beaucoup plus engagement. Il faut qu'il rédige un texte, il faut qu'il ait réfléchi à qu'est-ce que j'imbrique, parce que Mmh. ça engage aussi son image, c'est-à-dire que des gens vont lire son avis. S'il a juste noté, «C'était top de travailler avec toi»,
ça va pas te Mmh. servir beaucoup comme avis et puis lui, ça va pas forcément être très, 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 bon non plus pour son image. On va se dire: «Bah, c'est pas des avis très pertinents, quoi». Donc, on a un super outil avec LinkedIn pour, valider, ses compétences et tout ce qu'on aura fait, enrichir dans notre profil LinkedIn peut nous servir derrière, soit pour trouver un nouvel emploi, soit, pour, faire aussi, ce travail de référencement, de mots-clés et cetera. Donc si on est entrepreneur et qu'on cherche des clients via LinkedIn notamment, c'est tout un tas de mots-clés qui vont te permettre à ton profil de ressortir. Donc ça, c'est un exercice qui est facile. Si on se lance un petit peu dans la recommandation de ses compétences, c'est vraiment un des moyens les plus simples d'accéder à ça. Dans tous les cas, qu'on utilise un outil comme LinkedIn qui soit déjà en ligne ou qu'on utilise, un portfolio ou autre pour aller démarcher ses clients, dans tous les cas, les compétences, elles ont quelque chose de très factuel. Tu vois, si tu es en entretien avec, par exemple commercial avec un potentiel client et que tu lui dis, voilà, «Parce que telle expérience, j'ai telle compétence, parce que j'ai fait ci, ou tel projet, j'ai telle compétence et pour répondre à ton projet, l'imbrication de ces, 3 ou 5 compétences, c'est, vraiment ce qu'il te faut». Il peut pas dire: «Ah non, non, je pense que tu les as pas ces compétences». Il peut le penser, ça, on peut pas vraiment contrôler ce qu'il pense ou pas. Il peut se dire: «Mmh, Mmh. j'ai un petit doute, est-ce que vraiment il est au niveau ou pas?» Il peut te poser des questions de, «OK, j'ai compris, tu as fait ce projet, donc tu as cette compétence. Est-ce que tu la maîtrises plutôt à 50 100 ou par rapport à ce dont il a besoin pour vérifier ton niveau d'expertise?» Mais il peut pas juste te répondre: «Bah non, tu as pas cette compé», tu vois? Tu un espèce de truc quand même très Carrément. factuel qui va te permettre de, d'avoir des bonnes fondations dans ton discours, qui soit encore une fois, commercial pour un client ou que ce soit, pendant un entretien d'embauche ou peu importe à qui tu es en train de vendre ton expertise. Tu vas pouvoir avoir ton socle fort avec tes compétences et ensuite venir mettre le reste dessus. C'est aussi un super moyen de différenciation. Parce qu'en fait, par exemple, j'ai accompagné beaucoup de femmes, qui sont reconverties. Donc elles ont, une vie avant et puis là, elles ont refait, une formation et elles se reconvertissent pour changer de vie. Donc ça arrive, tu as, je sais pas, 40 ans et tu repars en fait de zéro. Tu as aucune expérience dans le nouveau Mmh. métier vers lequel tu vas. Et donc, par défaut, elles commencent par dire: «Ouais, mais moi je sors de formation, j'ai aucune compétence. Comment je vais me vendre?» Alors déjà, quand on sort de formation, on part pas avec zéro compétence. A priori, dans la formation, on a appris des trucs. Donc même si on les a jamais mis en pratique concrètement, on a quand même appris des trucs et c'est encore Mmh. dans cette pondération de, bah, oui, effectivement, ta compétence, tu la maîtrises peut-être pas encore à 100 mais tu as commencé. Donc on commence pas par dire: «J'ai pas de compétences». Et puis, il y a tout ce que tu avais fait avant. Ce que tu as fait dans ta vie professionnelle auparavant, ce que tu as fait dans ta vie personnelle auparavant, ce que tu as fait dans ta vie bénévole auparavant. Tu vois, il y a plein de cercles dans lesquels aller chercher des compétences et donc quand tu es comme ça, peut-être un petit peu en tout début de ta vie professionnelle, avec cette impression de pas avoir grand-chose à venir vendre, mais que tu vas pouvoir dire: «Bah oui, mais je sais pas, je suis maman de 5 enfants». Du coup, en termes d'organisation, de prévoir les choses, de pouvoir, gérer des conflits dans l'immédiat, des petites choses comme ça. Ou alors, ça fait, 15 ans que je fais du basket et je suis, du coup, hyper fort en, planification d'événements ou par rapport au poste que j'occupe dans l'équipe, j'ai, des compétences de meneur, de leader, de il peut se passer plein de choses. Toutes ces compétences-là, elles vont venir enrichir ton panel de compétences disponibles et te permettre de te démarquer. Si on prend par exemple 4 experts comptables, dans les faits, c'est 4 personnes qui font la même chose. Elles font tes comptes, elles valident où en est ta société et cetera. Elles remplissent des papiers officiels. Sauf que toi, quand tu vas venir chercher quel expert comptable te conviendrait le mieux par rapport à l'entreprise que tu as, c'est différent si tu as quelqu'un qui est plutôt très dans l'écoute, qui accompagne plutôt les métiers, du soin, des choses comme ça. Ou si tu as un expert comptable, je sais pas, avec, beaucoup de compétences, de qui vient beaucoup du monde du sport, par exemple, qui est du coup très compétitif, qui va et peut-être que c'est un expert comptable qui va plus te pousser à aller chercher, à aller te dépasser. C'est des compétences
qui permettent de différencier les personnes que tu as en face et du coup, de voir avec qui tu veux travailler ou de toi te démarquer de tes concurrents et de montrer à ton potentiel client, pourquoi il voudrait, plutôt, travailler avec toi qu'avec quelqu'un d'autre. Et les hommes ont tendance à beaucoup gonfler, leurs compétences. Des fois, ils factuellement, ils vont être moins compétentes qu'une femme, mais ils vont en faire 3 tonnes. Est-ce que, les femmes devraient en faire plus, sur leurs compétences? Est-ce que ça se joue à ce niveau-là? Est-ce qu'on devrait, un peu plus, frimer avec nos compétences quand on parle avec Ouais. quelqu'un, quand on est en entretien ou quand on est en rendez-vous de prospection? Alors, il y a 2 choses, qu'il faut prendre un petit peu en parallèle. Il y a déjà le fait que, il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes sur, les offres auxquelles on va, postuler ou candidater ou offrir ses services, peu importe dans le statut dans lequel on est. En général, les hommes, à partir de 30 à 40 de maîtrise du poste, ils y vont. Ils se posent pas de questions. Les femmes, dans la grande majorité, j'ai pas le pourcentage en tête, exact, mais elles, vont postuler quand elles maîtrisent entre 90 et 100 des compétences demandées sur le poste. Donc déjà, tu as une Mmh. énorme différence à l'entrée. On a un problème, hein, de confiance en soi et de se dire: «Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de maîtriser un poste à 100 pour pouvoir, postuler?» Et puis pour moi, ça il y a un vrai frein à ça, c'est que du coup, si tu arrives et que tu maîtrises déjà le poste à 100, quand tu vas t'ennuyer très vite. Mmh, c'est vrai, bah Et oui. donc en fait, au-delà de pas pouvoir, acquérir de nouvelles compétences sur le poste que tu vas prendre, c'est qu'en plus très vite, tu le maîtrises. Donc tu vas t'ennuyer, tu vas pas te développer, tu vas pas grandir. Et donc ça engendre aussi une différence dans les compétences qu'on va développer derrière, parce que les femmes, elles vont arriver sur un poste qu'elles maîtrisent et donc elles ne développent pas spécialement plus de compétences. Elles vont peut-être, tu vois, gagner en expertise sur quelque chose, mais elles vont pas en développer trop de nouvelles et cetera. Les hommes, ils arrivent sur un poste qu'ils ne maîtrisent pas, donc forcément, ils vont monter en compétences et donc derrière, ils vont pouvoir prétendre à encore un autre poste, tu vois? Et puis après, il y a aussi une part de comment est-ce qu'on présente les choses. Les femmes sont dans leur présentation beaucoup plus factuelles. Elles vont aller, vraiment sur leurs hard skills, très factuelles: «Je sais faire ça, vous pouvez me faire confiance». Il va y avoir une différence peut-être on pourrait dire de marketing, où les hommes, comme ils ont postulé à quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas à 100, ils vont devoir mettre des formes pour expliquer pourquoi ils sont le bon candidat. Alors que les femmes, voilà, elles sont postulées à quelque chose qu'elles maîtrisent, elles restent dans du très factuel et donc là, on a une différence. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu à pouvoir, trouver, au milieu de tout ça, et qu'effectivement, on pourrait, prendre un petit peu plus d'audace dans nos façons d'aller choisir nos prochaines missions, d'aller choisir nos prochains postes et se pousser un tout petit peu hors de nos zones de confort et se dire: «Peut-être que je maîtrise qu'à 70 ce poste-là, mais il a l'air tellement intéressant, la mission a l'air tellement folle, je veux y aller et j'y vais» et se concentrer sur Oui, oui, d'être l'intérieur. porté par la mission. Mmh. Ouais. Parce qu'au final, c'est aussi ça qui va nous faire de tenir Ça, sur la durée, en ouais. fait. Si on est du coup, la mission nous parle et c'est vrai que, je pense que j'ai eu cette réflexion confrontée à ce qui nous est dit dans l'entrepreneuriat, le fait de se nicher, de trouver, sa niche et cetera et ben, moi, j'ai des compétences, très larges sur le domaine du marketing et de la communication et du coup, ben, ça m'embêtait de me restreindre, en fait, à quelque chose parce que pour aller chercher des clients, ils vont pas comprendre si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ça. Alors qu'au final, quand je travaille avec des clients, ça va être pour qui ils sont, Mmh. parce que j'ai fité en fait avec la personne et j'ai envie de travailler avec cette personne. Après du coup la mission, et ce qu'ils font, et les valeurs qu'ils portent et cetera et au final, si à l'intérieur, bah, il y a, un mix, je peux mettre en fait, je peux mettre, à disposition, certaines compétences et puis il y a un mix de ces compétences et cetera, bah, ça me va très bien en Ouais. fait. Mais ce truc de niche, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça nous enferme en fait dans quelque chose. Je pense que si effectivement tu as l'impression que la niche que tu as choisie, elle t'enferme, c'est soit
que, bah, effectivement, n'en choisis pas, reste hyper, large et puis éclate-toi dans plein de projets différents, soit que tu as pas choisi la bonne niche. Parce que, en fait, moi je l'ai vu chez plein de femmes quand elles ont choisi la niche qui correspond à leur un peu flamme intérieure, tu vois? Et ben, du coup, c'est justement ce qu'on disait, ce projet, il me passionne tellement que je pourrais avoir tous mes clients sur le même sujet, que c'est ouf, tu vois? Et donc voilà, moi je dirais que si tu as l'impression que ta niche t'enferme, c'est soit que, bah, reste, très ouvert, soit c'est pas la bonne niche. Intéressant, intéressant. C'est vrai qu'il faut, ouais, il faut que je puisse pense aussi de vraiment partir de soi et de pas regarder, de regarder les autres et de regarder comment les autres se sont positionnés et cetera. Parce que du coup, je pense qu'en faisant ça, on passe à côté de 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 ce qui nous justement de ce qui nous tient et de la flamme, comme tu le disais, qu'on a, et cetera. Donc, est-ce que justement, j'imagine, ce regard extérieur, c'est un sujet que tu dois, sûrement traiter, non? Avec, les femmes avec qui tu parles? C'est des sujets qui sont finalement beaucoup plus larges qu'on pourrait le penser parce que je l'ai, tu vois, dans les femmes, du réseau que j'anime bénévolement. Je l'ai avec toutes les femmes entrepreneurs que je côtoie, soit parce que, c'est mes clientes, soit parce qu'on discute ensemble sur le podcast, soit peu en fait et même les personnes que j'accompagne dans ma vie pro, dans le projet de réinsertion, on a besoin de parler de ce sujet-là et tu vois, c'est marrant parce que je pense tout de suite à un exemple d'une femme justement que j'ai accompagnée dans ce cadre-là. J'en accompagne pas beaucoup, hein, parce que vraiment dans l'industrie, dans l'insertion, c'est pas le profil le plus répandu. Mais c'est une femme qui a été, ambulancière pendant super longtemps. Son métier d'avant, c'était ça et aujourd'hui, sa condition physique lui permet plus d'être ambulancière, tu vois? Descendre des personnes, potentiellement en surpoids dans les escaliers et cetera, c'est plus possible pour son dos et donc là, elle en était arrivée à un moment où il fallait qu'elle se réoriente, qu'elle fasse autre chose dans sa vie parce que, en tout cas, qui était plus adaptée à sa condition physique. Elle savait vraiment pas ce qu'elle voulait faire, elle était complètement perdue parce qu'elle a été dans le même carcan toute sa vie. Elle avait passé ses diplômes et elle était bien dedans. Donc on a commencé à se poser des questions, de si l'industrie pouvait l'intéresser et en fait, elle, à la base, elle s'est dit: «L'industrie, j'en ai plein à côté de chez moi. Si je vais trouver un autre métier, autant que ce soit un truc juste à côté de chez moi, comme ça au moins, j'ai plus des transports, à faire pendant des heures et cetera». Donc le premier pas dans l'industrie, c'était vraiment, la proximité géographique et pas du tout un intérêt spécifique par le secteur. Et donc nous, on s'est justement intéressé à, bah, pourquoi être ambulancière, ça lui plaisait. On s'est intéressé à sa vie, en dehors et en fait, j'ai appris qu'elle était pompier bénévole, tu vois, dans Mmh. le reste, de son temps et en creusant un petit peu justement tous ces sujets-là, de ce qui pouvait l'intéresser en dehors du travail et cetera, on a commencé à dérouler un fil, en fait, des sujets qui l'intéressaient et on a trouvé un poste pour elle dans une entreprise qui produit tu sais, les trucs rouges pour l'incendie qu'on a dans tous les bâtiments, Oui, oui, les bonbonnes là, si jamais il y a un feu qui oui. démarre, tu le feu. Donc c'est une Mmh. entreprise qui produit ça et du coup, elle était aux Et ça fait un anges! lien, Mais mais oui, oui. parce qu'elle, le métier en lui-même, ça elle savait pas ce qu'elle voulait faire. Mais du coup, de travailler dans ce secteur qui a une vraie connexion avec ce qui est important pour elle, ce dans quoi elle s'engage de part ailleurs et cetera, ça a redonné tout de suite du sens à son projet professionnel et du coup, ça lui a plu. Mmh. Trop, trop bien. Hem Je vois que tu es une femme engagée, tu fais du bénévolat et cetera et aussi tu as bah, ça cet angle féministe de pouvoir, en fait, porter les femmes, les aider, les accompagner, les guider, enfin apporter, toute, ton expertise, sur, ce volet de compétences. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ces engagements, de comment ça se traduit, dans ta vie? Et voilà, pourquoi tu as fait ce choix-là? Parce qu'on peut travailler sans être engagé Ouais, du tout et juste faire son taf. C'est possible aussi. c'est possible aussi. Donc, donc pourquoi tu as fait ces choix-là?
Je pense que ça, c'est, très en lien avec mes valeurs profondes. Moi, j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. C'est, plus important pour moi d'avoir du sens au travail que d'avoir un salaire exceptionnel ou, de d'avoir une progression, tu vois? De devenir, le chef des chefs, voilà. Moi, j'ai pas ces drivers-là au travail et ça, c'est une question que chacun peut se poser, il y a différents drivers, dans le monde professionnel et on peut se poser dessus pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant. Parce que si effectivement on a un driver à l'argent, s'engager dans le milieu associatif, ça va moyen correspondre parce que clairement aujourd'hui c'est pas le salaire qui fait que je reste sur le poste dans lequel je suis. Donc voilà, il y a déjà une question sur les drivers à se poser, pour, se sentir aligné et il faut, de nouveau en fait sur les drivers comme sur plein d'autres choses, exclure ce sentiment de honte ou de jugement ou de vision que pourraient avoir les autres. Si j'ai un driver à l'argent, c'est comme ça, en fait. Il y a pas de jugement à Mmh. avoir. Il y a des gens qui ont besoin, parce que leur histoire personnelle, parce que leurs valeurs, parce que plein de choses viennent entrer en jeu, de se rassurer avec, un très bon salaire et qui ont besoin de cette reconnaissance, qu'on ait, finalement, cette vision de quelqu'un qui a réussi parce qu'il a de l'argent. C'est comme ça. Pour certaines personnes, c'est ce driver-là qui est actionné et pour d'autres, c'est autre chose. Moi, j'ai un driver, il faut que je sois passionnée par ce que je fais, il faut que ça ait du sens, vraiment que je vois que, j'ai un impact dans ce que je fais. Donc c'est comme ça que c'est dirigé ma vie professionnelle a pris ce sens-là. Petit à petit, hein, ça s'est construit assez rapidement, en fait, hein. J'ai eu besoin de travailler dans des entreprises qui avaient du sens, qui mettaient, en place des parcours, d'intégration, où on faisait les choses bien, et cetera. Et puis, le bénévolat, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a pris sa place dans ma vie très tôt et j'ai juste, par contre, eu effectivement aussi peut-être cette honnêteté d'écouter quand j'avais besoin de m'investir, par exemple pour les plus jeunes. J'ai eu pas mal d'années où j'accompagnais des jeunes qui étaient plus exclus, peut-être, tu vois, de l'école, qui avaient du mal, sur la partie scolaire. Mmh. Puis après des jeunes à, trouver leur place dans le monde professionnel et puis, après, en fait, c'est venu où j'ai de plus a en plus accompagné des filles et puis après je me suis dit: «Non, mais en vrai les femmes aussi» et puis en fait, tu vois, faut juste avoir l'honnêteté de se dire, «Qu'est-ce qui a du sens pour moi?» Et d'accepter qu'on évolue. Et tu vois, peut-être qu'un jour, si, je sais pas, par exemple, j'ai des enfants, ben j'aurais plus envie que mon bénévolat, il tourne autour, des activités des enfants, des parents d'élèves, tu vois? En fait, voilà, c'est ta vie, elle évolue et tes engagements, ils évoluent et pour que ça continue, hem, d'être bien fait, il faut que ça continue d'avoir du sens pour toi. Dans cette question de sens, c'est intéressant et moi-même je l'ai perdu à un moment, parce que des fois on se perd, en chemin et en fait c'est de revenir au sens qui a fait repartir la machine en fait. C'est vraiment important de se relier, à ce qui est au plus profond de nous et merci pour ce rappel. On arrive, déjà, Ouais. quasiment à la fin de l'épisode. Comme d'hab, ça passe, hyper vite. Est-ce que je peux ajouter Est-ce qu'il y a un un truc sur le sens c'est juste avant? Parce que quand tu as parlé où toi tu OK. as perdu justement ton sens, ça m'a fait, venir une idée tout de suite en tête. C'est, en fait, moi, je suis malade dans la vie. J'ai, 2 maladies chroniques. Donc des maladies chroniques, c'est des maladies qui ne se guérissent pas, qui vont évoluer, plus ou moins fortement, au quotidien, mais qui ne se guérissent pas et je pense que c'est vraiment un point qui est hyper important dans justement, mon positionnement par rapport au sens, et qui peut-être, effectivement me facilite, «la vie» entre guillemets par rapport à, toutes ces questions autour du sens. Parce que je sais, que pour moi la situation actuelle n'est pas, éternelle, que ça va évoluer et que du coup, je me repose régulièrement la question de: «Est-ce que comment je suis aujourd'hui, ça me convient? Est-ce que les conditions que j'ai mises dans ma vie aujourd'hui, elles sont OK par rapport à moi, par rapport à la gestion de ma maladie?» Tu vois, par exemple, si je faisais un métier dans lequel ça ne je me sentirais pas bien, qui me générerait du stress, des conditions, un peu négatives autour de tout ça, bah, ça viendrait influencer sur la maladie et relancer potentiellement des symptômes. Du coup, j'ai finalement, enfin, en tout cas, moi, je le vis plutôt, j'essaye de le vivre comme quelque chose de positif
La maladie m'aide à accorder, ma vie au global, ce que j'y mets et le sens que ça a pour moi. Est-ce que tu as, un autre message, un autre, enfin quelque chose que tu voulais dire qu'on n'a pas abordé et que tu as absolument avant qu'on raccroche? Peut-être le truc que je voudrais absolument que notamment les femmes, elles aient envers elles-mêmes, c'est de la douceur. La douceur par rapport à comment elles se considèrent, par rapport à ce qu'elles pensent d'elles, et par rapport à comment elles se jugent capables ou non des choses. Vraiment faites-le avec douceur. Heu, Vous êtes tellement capables, donc pas de doute là-dessus et voilà, rajoutez de la douceur autour de tout ça parce qu'on a parlé de choses très factuelles et qui peuvent du coup être, très, dures, quand on s'y confronte en se disant, «C'est hyper binaire, soit j'ai cette compétence, soit je l'ai pas». Mais non, c'est pas du tout ça. On a des tonnes de compétences qu'on maîtrise à 10-20. Et ben, ayons la douceur de s'accorder déjà ces 20 et de se dire qu'on peut déjà être fier de ça. Merci, merci pour la du nuance et du coup pour ce message, que tu apportes et qui, je pense, est comme un doudou, pour toutes les auditrices qui sont en train de nous écouter. Ça fait du bien de l'entendre. On arrive aux 2 dernières questions du podcast. La première, c'est, est-ce que tu as des ressources, à proposer, aux auditeurs, aux auditrices, que soit le format? Ouais. Alors, ben, moi, j'aurais tendance à dire: «Venez écouter le podcast, on parle compétences dans tous les Oui! épisodes». Donc ton podcast s'appelle Elles Elles inspirent studio, inspirent ça? studio, ouais, exactement. Il est présent sur toutes les plateformes, en vidéo sur YouTube pour celles qui préfèrent et en audio sur toutes les autres. Je pense que déjà, pour venir s'inspirer, de toutes ces femmes tellement incroyables, et qui nous ressemblent finalement beaucoup, ça peut être déjà une belle ressource et sinon, ce que moi j'ai souvent tendance à conseiller, c'est, les gens qui nous entourent, qui sont vraiment notre première ressource dans cette partie compétences. Demander à son mari, à ses enfants, à ses parents, à ses frères et sœurs, à toutes les entrepreneurs qui nous entourent dans nos réseaux professionnels, de quoi on est capable, pourquoi est-ce qu'ils nous recommanderaient, qu'est-ce qu'ils trouvent incroyable chez nous, qu'est-ce qu'on fait de surprenant? Voilà, toutes ces petites questions-là, ça peut déjà nous en apprendre tellement. Je ferai le petit exercice avec, les enfants, je partagerai ça quand, je sortirai l'épisode, je Trop me le cool. note. La toute dernière question rituelle du podcast, c'est qui verrais-tu à ta place dans le podcast? C'est une très, très bonne question parce que j'interviewe quand même une femme par semaine et je ne vais pas pouvoir toutes les citer. J'ai des femmes incroyables qui sont passées dans le podcast, sur, des tonnes de sujets différents, sur le lien à l'autre, sur, l'importance, d'écouter l'autre, de faire du lien, sur l'importance de savoir, parler avec l'autre, de savoir communiquer, de mettre des mots sur les choses et cetera. J'aurais j'ai 2 noms, 2 femmes, qui pourraient, potentiellement être, des belles invitées. Marion qui, dans son quotidien amène, toute la dimension, du jeu, dans notre travail, de comment est-ce qu'on peut aborder les choses de manière différente, sous un angle, un peu gamifié, en tout cas comment on peut jouer notre vie, si on peut dire ça comme ça. Et et j'ai Adeline qui vient juste de passer dans le podcast. Là, c'était le dernier épisode de l'année et qui, elle, apporte une dimension hyper collective à tout. Elle est, connectrice entre les gens de manière très, naturelle. Je pense qu'elle m'a recommandé au moins une bonne dizaine d'invités qui sont passés sur le podcast parce qu'elle a cette faculté à tout de suite, comprendre l'autre, voir où sont ses forces et voir, comment, elle peut, bah, les aider justement dans la mise en place de ces forces-là et je pense que ça, c'est une compétence qui est très,
très douce et très, très, très précieuse. Super, ben merci pour ta générosité parce que j'ai 2 potentiels invités que j'inviterai de ta part. Merci beaucoup. Merci pour cette discussion, la manière dont tu apportes, les choses, mets les choses sur la table, sur ces compétences, sur la valeur que nous avons, nous, en tant que femmes et de comment, du coup, on peut se révéler et c'était vraiment très important de parler de ce sujet. Donc merci à toi d'apporter ça sur mon podcast. Merci à toi de m'avoir invitée. À très vite. Ciao, ciao.